Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le bilan lecture d'octobre 2024. Alors je sais qu'on est mi-novembre quand je tourne cette vidéo, mais en fait le mois de novembre m'est un peu tombé dessus et ensuite il est passé et on est déjà mi-novembre et... Ok, voilà, donc je ne suis pas du tout prête pour la fin de l'année, je m'attendais pas à ce qu'elle arrive aussi vite, je ne sais pas pourquoi, je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait 2 mois de plus, aucune idée. Mais voilà, du coup... Ok, donc j'ai fait, j'avais beaucoup de travail ce mois-ci, en novembre, et du coup j'ai pas trop pu vous faire de vidéos. Ça m'a manqué, j'avoue, mais je ne pouvais rien faire, donc voilà. Et donc j'ai lu plusieurs livres en octobre, je crois que j'en ai lu 15 en tout, surtout des livres papier, et 3 audiobooks et 2 e-books. On va commencer tout de suite, je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner. Je pense que Mathieu va arriver entre temps, tant pis. Et voilà. Je suis un peu fatiguée. Donc j'espère que la vidéo va bien se passer. Alors, on va commencer avec le premier livre que j'ai fini. Alors, est-ce que je vous parle des abandons en premier? Je vous parlerai peut-être des abandons quand on arrivera au moment où je les ai abandonnés. C'est peut-être plus logique. Oui. Oui, on va faire ça. Le premier livre que j'ai terminé, c'est Cibola Burn de James S.A. Corey, donc le tome 4 de The Expanse, qui est traduit en français par Les Feux de Cibola, il me semble. Est-ce que vous voyez bien la couverture? Oui. J'ai lu Abaddon's Gate cette année, donc les portes d'Abaddon, et je me suis dit qu'il fallait surtout pas que je m'arrête là. Il fallait que je continue à lire, sinon j'allais encore abandonner la série pour une année ou deux. Et donc j'ai bien fait, j'ai préféré ce tome 4 au tome 3. J'ai hâte de lire le tome 5, mais c'est toujours des livres qui me prennent beaucoup de temps. Alors j'ai dans mon spreadsheet, donc dans mon document Excel, je rentre en fait le nombre de... Enfin la date de début et la date de fin de lecture pour mes livres. Et là par exemple, pour Cibola Burn, j'ai mis 10 jours à lire. Et je lisais 50 pages par jour. Et ma moyenne c'est plutôt entre 50 et 112 pages avec... c'est plutôt vers 70 pages en fait, si on est tout à fait honnête. Du coup ça veut dire que je lis ce genre de livre moins vite, notamment parce que c'est écrit petit et parce qu'il faut du temps pour rentrer dedans. Du coup j'ai un peu... je suis un peu moins attirée par ces bouquins de science-fiction, j'avoue, et ces tomes de série. Mais bref. Donc, c'est un tome 4, donc je ne peux pas vous dire grand chose, sinon je vais vous spoiler les 3 premiers tomes. Mais dans le tome 1, L'éveil du Léviathan, je me trompe toujours de titre, mais je crois que c'est ça. Donc dans L'éveil du Léviathan, on a une espèce d'enquête menée par le détective Miller qui doit retrouver une fille qui a disparu. Et en parallèle, on a le capitaine Jim Holden, capitaine du Rocinante, ou du Rocinante, comme vous voulez prononcer, qui tombe justement sur un vaisseau abandonné, et ça lui paraît étrange. Pourquoi j'ai dit justement? Non. Qui tombe sur un vaisseau étrange et voilà, visiblement le vaisseau a été attaqué, il s'est passé quelque chose. Je pense que je vais m'arrêter là. Sachez que c'est une série de science-fiction un peu horrifique, parce qu'il se passe des choses, enfin il y a un élément qui est un peu, qui peut un peu faire penser, j'allais dire à Alien, mais non, c'est juste qu'il y a un être extraterrestre, voire extra-système solaire, qui apparaît et qui, on va dire, cause des ravages dans le premier tome. Je vais m'arrêter là, sinon je vais trop vous en dire. Et donc dans ce tome 4, alors en fait ce qui m'attire moins dans les tomes de The Expanse, c'est qu'on va rencontrer des nouveaux personnages à chaque fois. C'est un peu comme dans Les Bannis et les Proscrits de James Clemens, série que j'adore, mais dans lesquelles on retrouve, pour chaque tome, donc là il y a 5 tomes dans Les Bannis et les Proscrits, dans chaque tome on va vous présenter des nouveaux personnages, et j'ai l'impression, moi j'ai beaucoup de mal en fait à avoir des nouveaux personnages dans des tomes de série comme ça, parce que je trouve que c'est plus difficile de s'attacher à eux. Et puis déjà que j'ai du mal avec les synopsis, n'importe quoi. Déjà que j'ai du mal à entrer dans les livres, donc avec les incipits, mais si en plus on me présente des nouveaux personnages à chaque fois, voilà. Moi j'ai envie d'être avec des personnages que j'aime déjà quand je lis une série. Et certes on retrouve des personnages qu'on a déjà vus avant, mais voilà, il faut quand même toujours avoir ces nouveaux personnages, et donc bon, c'est pas toujours évident on va dire. J'ai bien aimé ce tome, j'ai eu beaucoup de mal au début parce que j'étais pas dedans et parce que c'est long à se mettre en place, et par contre il y a de l'action évidemment, il y a des personnages plutôt attachants, presque tous sont attachants, à part un personnage qui vraiment est insupportable,
Et j'ai beaucoup aimé aussi me retrouver dans le Rocinante à certains moments. On y est moins ici. Et moi j'adore ces passages où on est dans le Rocinante. Et est-ce que j'ai autre chose à dire? J'ai fait une chronique. Oui, j'ai fait une chronique. Alors j'ai pas encore rattrapé toutes mes chroniques en retard parce que... Voilà. Mais j'en ai fait une là. Yeah. Oui, j'ai dit que je me souvenais pas trop de tout. Oui. Ah oui, par contre il y a un truc qui m'a un peu agacée dans ce livre. Donc spoiler. Léger spoiler. C'est pas vraiment sur l'histoire, c'est sur un personnage. Spoiler quand même. Le personnage... Donc je me souviens plus son nom. Elvie, voilà. Elvie, qui tombe amoureuse d'Holden en 30 secondes. Et elle se rend bien compte par la suite que c'est pas de l'amour, hein, mais... Ah, c'était cringe, c'était horrible, c'était très énervant. Bon, alors après, elle se rend compte, bien sûr, que c'était pas tout à fait ça, c'est juste qu'elle se sent très seule et que... Voilà. Mais c'était un peu... Voilà, c'était un peu... On en apprend plus sur... Enfin, on va dire que l'intrigue se développe par rapport au tome précédent. Mais j'ai trouvé qu'ici... Enfin... Je sais pas, il y a... Enfin, déjà, je déteste me trouver sur une planète hostile avec des personnages. Donc, voilà. Mais, parce que j'ai toujours peur pour eux, et puis il se passe parfois des trucs un peu dégueux, et puis il y a aussi de la violence entre les êtres humains, donc voilà, non. Et du coup, on a quand même un côté politique qui était bien, mais j'ai trouvé que ça avançait peut-être un peu moins. Je sais pas, il y avait... Enfin... Oui, niveau intrigue générale de la série, j'ai trouvé qu'on avançait un peu moins. On avance quand même, mais un peu moins. Et alors la fin, j'ai bien aimé la fin, mais Gros spoiler là pour la fin. Miller se sacrifie encore, mais non. Mais non. Enfin non et oui en même temps, parce que c'était une bonne scène, mais... Miller, j'adore ce personnage. Je crois que c'est mon personnage préféré avec Amos. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas forcément mon type de personnage. Mais voilà, il a encore disparu. Et j'espère qu'il va revenir, encore. Mais j'ai bien aimé l'explication sur comment Miller arrive à contacter Holden. Parce que souvent quand je lis ce genre de livre, je comprends pas absolument tout. Hein. Mais là, j'ai pas non plus tout compris bien sûr. Mais je veux dire, j'ai bien aimé qu'il explique qu'en fait il y avait un bout de la protomolécule qui était coincé dans le vaisseau. Enfin que Miller avait implanté dans le vaisseau en gros. Et que c'est ça qui permettait à Miller de parler avec Holden. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé la toute fin aussi où on retrouve des personnages qu'on connaît. J'espère qu'ils seront dans le tome 5 du coup. Voilà. Je crois que j'ai pas été trop longue, c'est merveilleux si je peux faire ça pour tous les livres. Alors ensuite j'ai lu Switch, journal d'une apprentie sorcière, que j'ai lu juste avant d'aller au festival matin puisque je voulais rencontrer l'autrice. Et c'était vraiment très sympa. Je crois que j'ai fait une toute petite chronique dessus, donc je vais pouvoir en parler. C'était sympa aussi de la rencontrer. J'aime beaucoup alors, j'aime beaucoup les graphismes en fait. J'aime beaucoup comment enfin sa palette de couleurs et la façon dont elle illustre, j'aime beaucoup. Il y a une petite araignée. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Elle parle aussi de tout un tas d'aspects de la sorcellerie, de la pratique de la sorcellerie. Elle parle des cristaux, elle parle de l'astrologie, elle parle de la roue des saisons aussi. Alors elle a mis une roue des saisons au début. Non, pas au début. Quand elle la présente. Oui. Très très utile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Voilà. Ne s'y connaît pas du tout. Alors voilà, vous avez la roue des saisons. Et vous avez ça. Que je trouve très sympa. Donc voilà, donc c'était vraiment très sympa. Par contre, c'est vraiment la pratique personnelle de l'autrice qui se met à pratiquer la sorcellerie en quelque sorte, puisque c'est le journal d'une apprentie sorcière. Et moi, je ne suis pas... comment dire, j'ai trouvé super intéressant en fait de découvrir le parcours de l'autrice, mais j'ai un peu de mal avec la pratique de la sorcellerie, la pratique effective. J'aime bien l'idée des plantes, l'idée des cristaux, l'idée de l'astrologie, des animaux, des familiers, tout ça, mais vraiment le côté pratique, genre sortilège et... Enfin sortilège. Oui, filtre, rituel. Je sais pas, ça me... J'arrive pas à adhérer. Mais j'ai quand même passé un super moment. Et par contre, j'ai pas trop aimé le côté ultra culpabilisant de certains passages. Voilà, ça c'était pas ouf. Mais voilà, j'ai bien aimé.
Donc je vous le recommande si ça vous intéresse, et l'autrice est très sympa. Alors je dis les passages ultra culpabilisants. Le livre a un aspect écolo en fait, et elle va nous parler de comment être plus écolo, mais aussi de certaines pratiques dans le côté très populaire de la sorcellerie. Le fait qu'on vous vende des cristaux ou ce genre de choses qui sont pas du tout écolo. Donc ça, j'ai eu... Mon voisin est en train de passer. Gênant. Ça, j'ai eu beaucoup de mal en fait, parce que oui, merci, quelque part on le sait, mais enfin voilà, j'ai beaucoup de mal avec la culpabilisation personnelle au niveau écologique, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Enfin si, en fait je vais en reparler après, mais avec un autre livre. Voilà. Ensuite, donc pour le club lecture de la fac, puisqu'on devait choisir avec ma camarade de classe, on devait choisir un texte à faire lire à nos camarades pour pouvoir l'étudier ensemble et en parler en classe, en fait faire une espèce de conversation, de débat entre guillemets, sur le livre. Et donc on a cherché plusieurs livres, et donc j'en ai lu, je crois, 3, parmi eux celui qu'on a choisi pour le book club. Et donc celui-là faisait partie des 3 que j'ai lus. Bon, on l'a pas choisi pour le book club, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai lu Seul en sa demeure de Cécile Coulon. Alors j'avais lu des critiques, enfin des avis assez mitigés en fait sur le texte, mais j'avais vu que certains se plaignaient parce que l'écriture était poétique. Donc je m'étais dit, bon bah ça peut m'intéresser. Et le résumé avait l'air d'être un peu dans une ambiance gothique, peut-être pas sorcière, vu le résumé, mais quand même gothique. On parlait de murs hantés, de cris d'oiseaux la nuit, de l'emprise d'un personnage sur les autres, de menaces, tout ça, enfin voilà. Donc ça avait l'air intéressant. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme même, aimée, qui va se marier avec un homme, Candre, et donc c'est un mariage arrangé. Et Candre est un homme assez mystérieux, il a des secrets, il se montre doux quand même avec sa femme. Il y a des passages où on se rend compte qu'il essaie de faire en sorte que ce mariage se passe le mieux possible pour elle. Mais en même temps, il a une part un peu sombre, et là, c'est le moment où je vous dis, ne lisez pas le synopsis, parce qu'il vous spoil en fait certains passages du livre que vous ne... Enfin, quand en fait on apprend, il y a notamment un passage littéralement dans le résumé qui est en fait la dernière phrase du livre, donc je vous conseille de ne pas lire le synopsis. L'écriture effectivement est assez poétique parfois, il y a quelques belles tournures de phrases, il y a aussi un traitement de la couleur que j'ai trouvé assez sympa, avec les vitraux par exemple au tout début du roman. Il y a certains paragraphes que j'ai aimés, mais par contre quand on nous parle... Enfin, en fait, le résumé nous propose une atmosphère ultra sombre, gothique, une atmosphère très particulière. La maison, c'est presque un personnage, en fait, dans le résumé, mais aussi au début du roman. Et en fait, cette atmosphère, elle va peu à peu... Enfin, c'est censé être une atmosphère assez étouffante, assez oppressante. On a l'impression que la forêt envahit la maison, que la maison elle-même est un peu... pas hantée, mais qu'elle a une personnalité, enfin, qu'elle participe de cette atmosphère très oppressante. Et en fait, pas du tout. Enfin, pour moi, l'atmosphère n'a pas du tout fonctionné. C'était... Non. Ah, je me rends compte qu'il y a un visage dans les arbres. Tout va bien. J'aime bien cette couverture. Mais voilà, du coup, moi, je trouve que l'ambiance promise vendait en fait un autre livre que celui que j'ai lu. Et du coup, ça n'a pas fonctionné pour moi. Parce que je m'attendais vraiment à cette atmosphère que j'adore. Et ça n'a pas fonctionné. C'est vrai que l'écriture est belle, mais parfois elle est peut-être un peu trop alambiquée, et il n'y a pas tant de phrases que j'ai notées pour leur beauté ou leur poésie ou quoi. Donc voilà. J'ai deviné certains éléments de l'intrigue, on va dire sur l'identité d'un personnage ou sur ce qui était arrivé à un autre personnage. Merci Popette. J'ai compris la fin, mais j'aime pas du tout, je la trouve ultra décevante. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait pas aimer le livre. Je vous mets un tout petit spoiler. J'ai pas du tout aimé le recyclage de l'image de la vieille sorcière qui est dévouée à un homme et qui fera tout pour l'aider, y compris faire du mal à son propre fils. Ça vraiment, j'ai vraiment pas du tout apprécié. Et puis la protagoniste est inutile en fait, elle subit tout ce qui se passe et elle n'agit jamais, ce que j'ai trouvé assez décevant. Et on peut le rapprocher d'un autre roman gothique. Alors là, attention, spoiler pour le livre et pour l'autre roman. Donc si vous n'avez pas lu ce livre et si vous n'avez pas lu l'autre livre, bref, je vais rapprocher ce roman, même si c'est pas du tout la même chose, de Rebecca. Donc, spoiler, si jamais. Pour le livre, là, et pour Rebecca. J'ai trouvé qu'Henria pouvait faire office de Mrs. Danvers, même si elle est dévouée à Candre. J'ai trouvé qu'Aimée ressemblait un peu à la narratrice anonyme,
mais elle n'est pas dévouée à son mari ici, et vraiment, enfin, la narratrice de Rebecca est vraiment entièrement dévouée à son mari, elle est très admirative de lui, et c'est ce qui la rend un peu complice de la misogynie de son mari. Mais là, non, elle veut juste rentrer dans le rang, et elle ne se sauve pas, ce qui m'a tellement énervée, enfin voilà, bref. Et Candre peut faire office de Gothic Villain, comme Maxime. Voilà, un peu. Voilà, bilan, je n'ai pas aimé ce livre, je suis un peu déçue. Je sais pas si je lirai d'autres livres de l'autrice du coup, mais voilà. Surtout un peu déçue par l'absence d'atmosphère et par la fin. Voilà, je m'attendrais vraiment à autre chose. Et ça arrive. Donc on n'a pas choisi ce livre pour le book club, hein, parce que je ne voulais pas qu'on parle d'un livre qui m'avait déçu personnellement. Je préférais qu'on parle d'un livre qui était plus attirant. Ensuite, j'ai lu Écrire sa vie de Marianne Chaillan. J'en ai fait une chronique aussi sur mon blog. Je l'ai reçu en service presse. D'ailleurs, il faut que j'envoie la chronique à l'éditeur parce que j'ai oublié de le faire. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo exprès sur Marianne Chaillan. Il me reste un seul livre à lire d'elle, la playlist des philosophes. Et donc dès que je l'ai lu, je vais essayer de faire une vidéo juste sur elle, avec éventuellement une partie entretien avec l'autrice, ce serait cool. Voilà, donc j'ai annoté le livre. Ici, elle va nous parler de la liberté et nous expliquer comment on peut être, enfin en quoi on peut être ou pas les maîtres de sa propre vie. Déjà, je sais pas trop quoi vous dire de ce livre. Comme d'habitude, il est très bien écrit, comme d'habitude, il y a beaucoup de références philosophiques et d'exemples littéraires. Il y a aussi des exemples concrets. Moi, comme d'habitude, ce livre m'a un peu déprimée au début, parce que on entre dans le livre et l'autrice nous explique que non, nous ne sommes pas libres. Ah voilà, donc un petit sentiment de désespoir en entrant dans le livre, mais par la suite, comme d'habitude, elle nous offre des pistes on va dire des chemins ou des pistes à suivre pour quand même se prendre en main et pour quand même pouvoir vivre. J'allais dire heureux, mais si on lit son livre Où donc est le bonheur, c'est ça? Oui. Où donc est le bonheur? Bon, on peut se poser la question du bonheur. Mais bref, donc je trouve qu'elle nous réconforte quand même au fur et à mesure du livre. Et donc voilà, on va surtout se pencher sur la liberté. Donc elle va nous parler de philosophes qui présentent différentes théories sur la liberté. Comme d'habitude, elle va diviser son livre en parties. Donc on a la force du destin, la force de la volonté, la force des choses et les chemins de la liberté. Avec, entre autres, si je me souviens bien, Sartre, Spinoza. Est-ce qu'il y a Kant? J'ai un doute là. Un énorme doute. Voilà, Épictète, je le vois, il est écrit là. Épictète, Sénèque, voilà. Sénèque, pardon, désolé. Sénèque, donc. Vous allez avoir tout un tas de philosophes avec des théories différentes qui vont entrer en conflit les unes les autres, mais elle va peu à peu construire les briques de notre éducation philosophique, on va dire. On a aussi des exemples concrets et j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout parce qu'elle nous parle du développement personnel en le critiquant surtout sur le côté très... l'injonction à faire... Comment dire? L'injonction à être la meilleure version de soi-même tout le temps. Le fait de dire... tout le monde est capable de réussir, donc si vous n'y arrivez pas, c'est votre faute, vous n'avez pas assez... vous ne vous bougez pas assez, en gros, ce qui est assez contre-productif et assez culpabilisant. Donc elle parle aussi de la culpabilisation ici. Je vais y revenir avec un autre livre que j'ai lu exprès à ce sujet. Dans ma chronique, je me suis permis de citer un extrait de l'autrice parce que j'avais trouvé ça très très intéressant. Et donc voilà, comme d'habitude, je prends beaucoup de plaisir à lire ces livres. J'apprends beaucoup de choses. J'ai envie de lire les auteurs qu'elle mentionne. Comme je vous l'ai dit, on passe du désespoir à « oh, ça va quand même ». Voilà, elle nous donne des pistes pour agir quand même, tout en acceptant ce qui ne dépend pas de nous. Voilà, donc je ne sais pas si tout est clair, mais je vous invite à lire la chronique qui est beaucoup plus claire, elle. Et voilà, encore donc un très bon livre de Marianne Chaillan. J'ai envie de dire comme d'habitude. Mais ensuite vient le premier audiobook, donc que je n'ai pas évidemment. J'attends de trouver la bonne édition hardback pour ce livre, que je veux dans la même édition que le premier tome. Donc j'ai écouté Somewhere Beyond the Sea de TJ Klune. Alors je vais prendre l'ordinateur ici, histoire de vous parler un peu de ma chronique. Alors, donc Somewhere Beyond the Sea, c'est la suite de The House in the Cerulean Sea, oui. Donc qui a été traduit par La Maison au milieu de la mer Céruléenne, il me semble en français. Donc c'est une suite. Moi je pensais que c'était potentiellement un préquel vu qu'on va se centrer sur Arthur, un des personnages adultes du premier roman. En fait non, c'est bien une suite.
Donc comme j'avais adoré The House in the Cerulean Sea, qui était mon livre préféré ex aequo avec If You Were Villains l'année dernière, où j'avais vraiment trop hâte de lire ce livre, et en même temps j'ai une petite appréhension parce que est-ce qu'on peut vraiment arriver à la hauteur de ce premier tome? Je ne sais pas. Donc je l'ai écouté en audio comme le tome précédent. C'est Daniel Henning qui narre le livre audio. Je trouve qu'il est particulièrement doué. Il a une voix unique pour chaque enfant et pour chaque adulte. Et on les reconnaît rien qu'à la voix. Voilà, j'adore ce narrateur, je trouve qu'il est vraiment très doué. Et c'est en partie lui qui me permet d'aimer autant en fait les personnages. Donc on se centre effectivement sur Arthur, on a beaucoup d'informations sur lui. Donc Arthur, attention, si vous ne connaissez pas le premier tome, là je vais faire un petit spoiler. Arthur qui est donc un phénix, et je m'attendais d'ailleurs à ce qu'on voit éventuellement son phénix et à ce qu'on en apprenne vraiment beaucoup sur lui. Et effectivement, on en apprend beaucoup sur lui, mais il n'est pas... Enfin, même si il est le centre du roman, hein, parce que c'est surtout son personnage qu'on va suivre, alors que dans le premier tome on suivait surtout Linus, et on voyait donc l'orphelinat, les enfants et Arthur par le filtre de Linus. Ici on va surtout tout voir par le filtre d'Arthur, mais pour autant, ça va pas seulement parler d'Arthur, ou à travers lui on va évoquer le sujet de la maltraitance des êtres magiques dans l'univers du roman, qu'ils soient enfants ou adultes, puisqu'on va aussi avoir des scènes de maltraitance d'adultes. Yay, la maltraitance, on adore. Alors là, dans le tome précédent, mon personnage préféré c'était Sal. Ici, mon personnage préféré, bon alors j'adore toujours Sal, mais mon personnage préféré ici c'est Théodore. Alors j'ai noté hein, les personnages que j'ai adorés. Dans le tome précédent c'était Sal, Lucie et Chansey. J'aime aussi beaucoup les autres, mais vraiment c'est ceux-là mes chouchous. Et alors ici Théodore, mais Théodore waouh. Spoiler du coup. Il y a un passage dans le livre où on a donc une inspectrice qui va arriver dans l'orphelinat, et donc Théodore doit cacher ses boutons. Il doit cacher ses boutons parce que sinon on pourrait lui prendre, puisque c'est son trésor. Et voilà, je me suis retrouvée, enfin de toute façon, tout le long de ma lecture de ce livre, dans le train du coup, hein, pendant que j'écoutais, je souriais comme une idiote. Je pense que les gens m'ont pris pour je sais pas, une tapée ou quelqu'un d'étrange, parce que vraiment j'avais juste le sourire aux lèvres, j'étais là. Et comme je ne contrôle pas mon visage, jamais, même dans le train, voilà. Les seuls moments où j'arrive à me contrôler, c'est quand je sais que je vais me mettre à pleurer, et du coup je me dis non mais... self-control, tu es avec des gens inconnus qui pourraient essayer de te réconforter, donc on fait pas ça. Mais du coup là oui, voilà, c'était adorable, et en fait c'était tellement beau que j'avais envie de pleurer, mais de joie, tellement c'était, voilà, ça me serrait le cœur de bonheur. Et donc il donne son bouton préféré à Linus parce que il veut absolument pas que l'inspectrice le prenne. Voilà, je trouve vraiment que Théodore était mais 100% adorable. Donc voilà, c'était mon chouchou. Voilà, dans ce tome. J'ai aimé comme les enfants grandissent, et comme Arthur en quelque sorte veut toujours les protéger même s'il ne peut pas le faire. Et à nouveau spoiler, puisque Sal va essayer de lui faire comprendre que oui, ce sont encore des enfants, mais qu'en fait, même si Arthur veut les protéger et qu'ils gardent leur innocence, en fait ils l'ont perdu déjà, puisque les personnes qui les ont enfermés, les personnes qui les ont maltraités avant, le fait qu'ils soient dans un orphelinat, enfin tout ça, ça a contribué à, on va dire, amoindrir leur innocence. Je sais pas si c'est le terme correct. Mais en gros, il faut aussi qu'ils voient la réalité en face, et Arthur peut pas tout le temps les protéger et faire bouclier face à eux. Et donc Sal veut prendre les choses en main. Sal qui du coup, dans le tome précédent, avait beaucoup de mal à s'exprimer, va dire devenir un espèce de leader, et j'ai trouvé ça top. Mais du coup, c'est aussi assez triste de voir que ces enfants sont des enfants, mais n'ont pas vraiment eu une enfance... Enfin, Arthur veut leur offrir une enfance, on va dire calme, douce... sans problème, et ils ne l'auront jamais parce que ben voilà, c'est comme ça, leur vie fait que ils ne pourront de toute façon pas avoir cette enfance. Voilà, donc ça c'est le côté un peu affreux du livre, parce que même si ce sont des enfants et qu'ils parlent comme des enfants et qu'ils sont parfois très innocents dans leur façon de parler, dans leur façon de penser, bah ils ont quand même été maltraités, et donc ce sont quand même des enfants qui ont souffert. Donc même si c'est un livre très beau, c'est pas toujours ultra joyeux. Alors il y a d'autres personnages qui sont mis en avant, par exemple Zoe Chapelwhite, qui était, on va dire, en arrière-plan dans le tome 1, mais là elle est un peu plus mise en avant. J'ai quand même pleuré bien sûr en lisant ce livre, alors pas dans le train, quand j'étais dans la voiture. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, mais j'ai quand même pleuré en l'écoutant, notamment parce que je me suis sentie très proche des enfants, j'avais l'impression d'être sur l'île avec eux. Et j'ai aussi aimé la romance entre Arthur et Linus qui continue à se développer. Mais alors voilà,
on va dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de mes larmes, c'est, et alors attention là, spoiler du coup, alors c'est un spoiler mais en même temps on sait que ça va venir, mais c'est quand même un spoiler, Lucy qui appelle Linus Dad, puis les autres enfants qui les appellent Dad et pas. Voilà, c'était... Voilà. Je crois que c'était ces mots-là qu'ils utilisent, hein. Mais quand ils les appellent enfin papa, l'un et l'autre avec des noms différents. Voilà. Et en plus on sent, le narrateur joue très bien les différentes émotions des personnages et notamment les émotions d'Arthur qui est saisi entre joie et émerveillement dans ces moments-là. Et voilà, c'était juste beau. Bon, bien sûr, quand même, c'est un roman qui est très cruel, hein, on va pas se le cacher, même plus cruel que le tome 1, j'ai l'impression. Parce que dans le tome 1, on suit Linus qui découvre en fait l'orphelinat et qui découvre en fait que les enfants sont des enfants. Donc c'est peut-être un petit peu plus... Enfin, bien sûr, il découvre qu'ils ont été maltraités, donc c'est quand même assez horrible. Mais c'est peut-être un petit peu plus édulcoré. Alors que là, c'est beaucoup... Enfin, moi, j'ai trouvé ça plus cruel que le tome 1. Et là, à nouveau spoiler, on comprend en fait qu'il y a une énorme inégalité entre les êtres humains et les êtres magiques. Et il y a un procès pendant le roman que j'ai bien aimé. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ces scènes. Et le fait qu'Arthur parle aux enfants à travers la radio, puisque du coup, il sait que les enfants les écoutent. Mais bon, c'est quand même assez horrible et assez affreux. Parce que pour toutes les raisons que je vous ai données plus tôt, hein, ces enfants ont été maltraités et ils ne sont pas considérés comme des enfants mais comme des dangers. Par exemple Lucie qui est le fils de Satan, ou Lucifer, et enfin en gros c'est le fils du diable, et du coup c'est l'antéchrist et donc il est vraiment traité comme un monstre alors qu'il a 5 ans, 7 ans, je sais plus. Et il est adorable, bien sûr il dit des choses, comment dire, qu'on peut interpréter comme quelque chose d'ultra dangereux. Mais j'ai aussi aimé du coup que qu'Arthur ait des discussions en fait avec, alors par exemple David qui est un Yeti et Lucie qui est donc l'antéchrist entre guillemets, donc un mot qui n'est pas utilisé par les personnages pour les désigner parce que non. Et donc il a des conversations avec surtout ces deux personnages là parce que David par exemple veut faire peur, c'est son but, mais ça veut pas dire qu'il veut... Enfin en fait il veut faire des farces, c'est ça qu'il aime. Lucie, lui, il dit des choses assez effrayantes, mais il veut pas faire de mal aux gens qui l'entourent. Bien sûr, du coup, alors là c'est peut-être le côté côté un peu négatif du livre, côté que j'ai un peu moins apprécié, c'est que les personnages qui font partie du département en charge de la jeunesse magique, je pense que ça se dit comme ça en français, sont tous détestables, mais vraiment absolument tous. Il n'y a aucune nuance, c'est vraiment des femmes qui sont très caricaturales et très stéréotypées. Du coup ça avait un peu l'air, ça faisait un peu conte ou lecture jeunesse, alors que pas du tout, hein, c'est un roman adulte. Mais oui, du coup, d'un côté c'était assez vraisemblable, et d'un autre côté c'était, voilà, pas... je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Et un petit peu comme dans Majesty's Royal Coven, que j'ai lu après, et dont je vais vous parler après, en fait le monde de fantasy qu'a créé l'auteur est parsemé en fait d'éléments, de sujets actuels qui ont un rapport avec notre monde à nous, et donc à chaque fois ça me ramenait en fait dans la réalité parce que j'arrivais plus, enfin quand je vois un élément qui est trop proche de la réalité dans un roman de fantasy, soit je me rends compte et je dis ok c'est sympa parce que du coup on comprend que c'est une dénonciation ou ce genre de choses, mais parfois ça me fait sortir du monde de la fantasy alors que moi je voulais m'évader dans ce monde. Donc voilà, c'est peut-être le seul désavantage. Et c'est oui, donc c'est un peu comme dans A Majesty's Royal Coven, puisqu'il y a un sujet particulier qui est traité dans A Majesty's Royal Coven, mais qui est intégré au roman de manière assez ingénieuse. Donc voilà. On avait vraiment l'impression que c'était vraiment les pieds dans le plat et on prend la tête du lecteur et on lui met le nez sur le sujet. Donc voilà, c'est peut-être juste le seul problème que j'ai vu avec ce livre. Mais voilà, sinon j'ai beaucoup aimé, évidemment. Pas autant que le tome 1, mais quand même ça fait partie des livres que j'ai vraiment aimé cette année. Donc, Ensuite, j'ai lu un livre que je n'ai pas non plus parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque et que je l'ai rendu depuis. J'ai lu Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. J'avais lu... Je me souviens jamais du titre de ce tome 3. Alors en fait c'est une série qui s'appelle Auschwitz et après. Ce tome, Aucun de nous ne reviendra, est le tome 1. On a le tome 2, Une connaissance inutile, et Mesure de nos jours, qui est le tome 3. Et donc moi j'ai commencé par le tome 3. Parce que ces livres en fait ne forment pas
Enfin, c'est un triptyque, mais c'est pas une trilogie. C'est-à-dire que vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. C'est simplement que ça va traiter du retour d'Auschwitz. Alors, c'est plutôt les tomes suivants, j'ai l'impression. Alors, Mesure de nos jours, oui, c'est sûr que ça traite de l'après. Une connaissance inutile, j'en sais rien parce que je ne l'ai pas encore lu. Non, du coup, je ne sais pas pour une connaissance inutile, je ne vais pas vous mentir. Mais il me semble que oui, Mesure de nos jours, c'est vraiment sur l'après. Par contre, Aucun de nous ne reviendra va nous replonger en fait dans les camps de concentration, puisque l'autrice y est allée. Elle a été enfermée à Birkenau. Et voilà, c'est pas Jojo, hein. C'est même assez horrible. Et il y a une forme de détachement dans le texte et en même temps une forme de poésie qui peut paraître très étrange pour des lecteurs qui ne s'y attendent pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas un livre à évaluer, hein, je trouve. Parce que c'est quand même super difficile d'évaluer un livre qui traite des camps de concentration et du vécu d'un auteur ou d'une autrice. Il raconte, c'est juste horrible. Il y a des scènes absolument atroces. Dont je me rappelle encore, dont je me souviens encore, que je me rappelle encore, dont je me souviens encore. Et voilà. C'est très poétique parce que il y a... on sent que l'autrice a été forcée de se détacher de ce qu'elle raconte. Dans la brièveté de ses phrases, elle a quand même mis quelque chose de poétique. Mais c'est assez variant. Parfois ça paraît très très impersonnel et parfois ça déborde et ça devient des phrases très très longues ou des images poétiques pour décrire quelque chose. Donc ça dépend. Je peux pas vraiment dire que j'ai aimé parce que vraiment il y a des scènes... Enfin, rien que le sujet est atroce, mais il y a des scènes... On va dire qu'on vit le camp avec elle et on voit ce qu'elle a vu. Voilà. Ce qu'on n'aurait pas aimé voir, bien sûr. Du coup, moi aussi, en fait, comme l'autrice qui écrit et qui se détache de ce qu'elle raconte, je me suis aussi détachée de ce que j'ai lu parce que c'était beaucoup trop affreux. Voilà. Donc, je vous conseille ce livre si vous voulez lire le témoignage d'une femme prisonnière dans un camp. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je lirai Une connaissance inutile et j'avais beaucoup aimé, Mesure de nos jours, je me souviens que j'avais pleuré en me disant. Aucun de nous ne reviendra, je pense que je me suis trop distancée pour pleurer parce que c'était vraiment... c'était affreux. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que j'avais fait lire un extrait d'Aucun de nous ne reviendra à mes élèves sur les camps de femmes. L'appel en fait pendant les camps de femmes. L'appel pendant les camps de femmes, non. L'appel dans les camps de femmes. Donc voilà, donc si vous voulez un autre témoignage sur les camps de concentration, je vous recommande fortement. Aucun de nous ne reviendra et donc le triptyque entier de Auschwitz et après. Ensuite, j'ai lu Le soldat désaccordé de Gilles Marchand. C'est lui qu'on a choisi pour notre club lecture avec ma camarade de classe. Je suis désolée, la lumière baisse, mais bon, c'est le soir. Faites allumer pour que vous me voyez. Ah oui, au fait, j'ai un pull de Noël. Ouh là, vous ne me voyez pas du tout mieux là. Ouais, je sais pas si c'est mieux, on verra. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié déjà. Ouais, l'important en fait c'est que vous voyez les livres, hein. Moi on s'en fout un peu. Ouais, bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai un pull de Noël, mais je considère que nous sommes toujours en automne, hein. C'est juste que j'ai froid. Donc je mets des gros pulls. Voilà. Et vous avez mis sur son trône. Donc, Le soldat désaccordé de Gilles Marchand qui m'avait été recommandé par une amie. Et elle avait raison, j'ai adoré ce livre. C'est l'histoire d'un ancien combattant qui enquête sur la disparition d'autres soldats. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je vais vous dire. Non, si. Et en fait, il va se concentrer sur la disparition d'un soldat en particulier. Et ça va déboucher sur une histoire d'amour. Voilà, je pense que c'est tout ce que je vais vous dire. Sinon, je risque éventuellement de vous spoiler. Alors, j'ai annoté le livre parce qu'on l'a étudié pour notre présentation. Et on devait lire des passages. Donc voilà. Assez rapidement, pour vous donner envie de le lire peut-être et pour pas trop vous en dire quand même. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, le narrateur, qui a un phrasé très oral. J'ai beaucoup aimé qu'on traite de la Première Guerre mondiale, mais qu'on nous parle aussi des Alsaciens qui sont assez souvent oubliés en fait, je trouve, dans la littérature de la Première Guerre mondiale. J'ai aimé la façon dont les femmes ont un rôle qui n'est peut-être pas celui qu'on attend
pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'on a deux femmes en particulier qui vont avoir des rôles alors traditionnels entre guillemets pendant la Première Guerre mondiale, mais il y en a une en particulier qui va faire quelque chose de très différent. Je ne vais pas vous en dire plus. L'histoire d'amour était prenante et j'ai trouvé ça beau. Peut-être juste la fin. En fait, il y a beaucoup d'ironie dans ce texte et beaucoup de colère. Il y a aussi beaucoup, enfin surtout de la colère par rapport à l'État et à comment sont traités les soldats qui reviennent du front. Il y en a une comparaison que je vais pas vous lire, mais je vais vous dire à peu près où elle se trouve. C'est au début, à la page 24. On a une comparaison entre les morts et les vivants de la guerre. Et clairement, en fait, les soldats vivants, en fait, on a l'impression qu'il n'y a que les morts en fait, qui méritent le respect et qui sont honorés, alors que les vivants, ils sont vivants quoi. Comme s'ils n'étaient pas allés au bout de la guerre, enfin, oui, comme s'ils n'étaient pas allés au bout du sacrifice et qu'il faut mourir à la guerre pour être digne de respect. Enfin, voilà. Et donc en fait le narrateur est anonyme, il s'efface derrière la parole d'autres personnages qu'il va interroger en fait pour essayer de retrouver ce soldat qui a disparu et qui le recherche. Et on comprend très vite que ce narrateur anonyme nous cache quelque chose, qu'il préfère s'effacer derrière les autres plutôt que de nous raconter son histoire, qu'il va nous raconter assez tard. D'ailleurs j'espère que vous ne pouvez pas lire mes tables parce qu'il y en a un qui spoil. Mais oui, il va nous raconter assez tard son histoire à lui. À travers lui, on va aussi mettre en avant les blessés de guerre. On va avoir aussi tout un vocabulaire et toutes les innovations médicales qui ont lieu pendant la Première Guerre mondiale. Et aussi l'auteur et le narrateur. Enfin, le narrateur du coup, puisque c'est lui qui raconte l'histoire, démystifie ou tente de démystifier le mythe. Il tente de s'éloigner du mythe du héros et de la patrie reconnaissante, puisque par exemple quand les soldats meurent, ils meurent terrifiés en appelant leur mère. Il ne nous montre pas de personnage qui meurt en héros, à part un qui est un vrai personnage historique, qui a lui-même ordonné son exécution parce qu'il ne voulait pas que les autres soient impliqués ou qu'il... Enfin, je pense que vous ne comprenez rien à ce que je raconte actuellement, mais en gros, le narrateur enquête sur les soldats disparus, mais il est aussi entouré de personnes, notamment une femme, qui tente de réhabiliter des soldats qui ont été exécutés pour l'exemple. Et on assiste à une de ces exécutions où le personnage qui est donc exécuté pour abandon de poste, et qui est adoré par les soldats, décide que c'est lui-même qui va ordonner sa propre exécution, parce que normalement c'est quelqu'un d'autre en fait qui ordonne votre exécution, donc il va lui-même donner l'ordre à ceux qui se trouvent en face de lui de tirer, pour que personne ne porte en fait le poids de son exécution en l'ayant ordonné. Je pense que c'est plus clair. Bref, voilà, c'était, je trouve, un livre très intéressant au niveau de l'oralité, au niveau de l'écriture, au niveau de l'utilisation de la musique aussi, puisqu'il y a beaucoup de références musicales, du coup dès le titre en fait avec le soldat désaccordé. Il y a aussi des références littéraires, des citations qui sont imbriquées dans le texte, de l'oralité comme je vous l'ai dit. Il y a aussi un traitement de l'ennemi allemand qui est assez... je ne sais pas quel adjectif utiliser. On va dire que le narrateur, quand il fait la guerre, ne veut pas humaniser les Allemands et ne veut pas reconnaître que les Allemands sont des êtres humains à part entière, parce qu'il se dit que s'il le fait, il ne pourra plus leur tirer dessus, et qu'il se rendrait compte en gros, je crois que c'est directement une citation du texte, que ce ne sont que des Français qui parlent allemand. Voilà, et que si ce ne sont que des Français qui parlent allemand et qu'ils sont eux aussi terrifiés par ce qui se passe, en fait on ne peut plus leur tirer dessus, puisqu'ils deviennent des hommes eux aussi. Donc voilà, il y a une humanisation des ennemis qui se trouvent en face. Voilà, donc je ne sais que vous dire. Il y a aussi beaucoup de jeux sur les mots. Et voilà. Et à la fin, très rapidement, en fait, le personnage... Enfin, en fait, tout le long, il nous parle de la Première Guerre mondiale, il nous dit que voilà, c'était censé être la dernière guerre, et que à la fin, la Seconde Guerre mondiale éclate, et qu'en fait, non, ce n'était pas la dernière, mais la première. Enfin, première entre guillemets. Et donc, il va nous résumer très très rapidement la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon livre, j'ai beaucoup aimé. Et oui, alors ma chronique est tellement longue, et pourquoi j'ai fait ça? Oui, je vous ai dit qu'il y avait une histoire d'amour. Et voilà, moi la fin, juste la fin, je sais pas, la fin c'était peut-être trop ironique et trop cruel et violent. Je m'attendais pas à ça. Voilà.
Mais c'était très bien, j'ai adoré. Donc je vous le recommande fortement. J'espère que vous passez un bon moment, car j'ai l'impression d'être très brouillonne aujourd'hui. Je m'excuse d'avance. Alors, le livre suivant c'est un audiobook. J'ai lu. Alors j'espère que j'ai fait une chronique. Oh, oui. Alors il y a un bébé chat. J'ai un bébé chat sur les genoux donc je ne peux plus mettre mon ordinateur sur moi. Vous avez un peu bougé. J'espère que vous n'avez pas trop bougé. Hop là. Vous avez la miche sur moi. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous ne la voyez pas. Je vais vous la montrer quand même parce que c'est important que vous voyez Mishka, la beauté incarnée. Voilà. Et si vous avez regardé Mishka, vous avez vu tous les autres livres derrière. Petit spoiler. Alors l'audiobook suivant c'était More Days at the Morisaki, je ne sais pas prononcer ce mot, bookshop de Satoshi Yagisawa. Oui, Yagisawa. Alors j'ai lu le premier tome, Days at the Morisaki Bookshop, début de l'année, en janvier. Je crois que c'est le premier audiobook de l'année d'ailleurs. J'ai un doute, mais je crois. J'avais beaucoup aimé, enfin oui, j'ai bien aimé. Et du coup, j'ai vu que ce tome était sorti, en français d'abord. Et il est sorti sur Scribd en audio. Enfin, je l'ai trouvé sur Scribd en audio. Du coup, je l'ai lu évidemment. J'étais contente de retrouver la librairie Morisaki. Je pense que j'ai préféré ce tome 2 au premier tome. Oui, j'étais contente. Enfin, la librairie Morisaki ne me manquait pas particulièrement. Mais j'étais quand même contente de retrouver son petit côté cosy. J'étais contente de retrouver les personnages aussi. Je me suis sentie particulièrement proche de Momoko. Et là, c'est un spoiler, donc... Spoiler. C'était assez horrible en fait de comprendre ce qui lui arrive et d'apprendre qu'elle va mourir. Mais c'était aussi beau, très beau même, de voir qu'elle était un guide pour son mari, même après sa mort, puisqu'elle lui laisse, une espèce de lettre pour qu'il continue à vivre sans elle, en fait. Voilà, c'était beau. J'ai pas grand chose à dire sur ce livre, surtout parce que ça risque de vous spoiler le tome 1, si vous n'avez pas lu. Mais en gros, on y traite de famille, de communication, de deuil, de perte, de sens de la vie, voilà, j'ai beaucoup aimé la fin. Et voilà. Donc je suis pas sûre que que cette série va me rester longtemps. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Je ne sais que vous dire de plus, c'était sympa à lire, à écouter. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait. Et on passe au dernier livre que j'ai lu pour le book club. C'est L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. J'ai fait une chronique sur le blog. Alors ce texte, dès le début on nous dit qu'on va être dans la tête d'un personnage qui va tuer sa femme dans 3 jours. Ambiance. Donc en gros, le thème central du roman c'est le féminicide et on nous place dans la tête du tueur. Donc évidemment, le personnage ne va jamais être attachant. C'est-à-dire que c'est un personnage auquel il est impossible, je pense, de s'attacher. Il est insupportable. Avec ses proches, avec les gens autour de lui qu'il ne connaît pas. Il est juste imbuvable. Il a une personnalité très spéciale et il y a quelque chose de gênant chez lui. Mais aussi, le truc c'est que dès le début en fait, comme on sait qu'il va tuer sa femme, on n'a aucun moyen vraiment de s'attacher à lui. J'ai comparé avec You de Caroline Kepnes, dans lequel on est vraiment dans la tête du stalker. Et dans You de Caroline Kepnes, l'autrice a écrit de telle manière l'autrice a écrit son roman de telle manière qu'on va quand même s'attacher un peu au personnage et qu'on va se reprendre en quelque sorte alors qu'on est en train de lire en se disant mais mon Dieu, mais c'est horrible. Elle a réussi à me permettre de m'attacher même un tant soit peu à quelqu'un d'aussi bizarre, voire horrible. Là, il n'y a pas de risque. Là, dès le début, on nous dit, voilà, il a aucune excuse, il est impossible de s'attacher à lui, il est impardonnable. Donc, voilà, aucune empathie pour lui, en fait, je trouve. C'est quelqu'un de détestable. J'ai fait une liste de tout ce qui le rend horrible dans ma chronique. Il est arrogant, il est sûr de lui, il est méprisant, il a une attitude professionnelle qui laisse à désirer, on va dire. Il sait toujours mieux que les autres. Et il est très rigide dans ses plannings, dans tout ce qu'il fait en fait. Il est juste imbuvable. Et ça empire quand on se rend compte de la façon dont il considère sa femme. Et aussi quand il va jusqu'à la tuer, bien sûr. Il est persuadé que le monde tourne autour de lui et il est très narcissique. Alors je sais pas si on peut parler de pervers narcissique parce que j'ai l'impression qu'on utilise ces mots de manière assez libre et que du coup ça ne veut plus rien dire. Mais narcissique c'est sûr il est.
Oui, alors là j'ai un petit côté spoiler pour vous. En fait j'ai eu l'impression au moment où Étienne va s'apprêter à tuer sa femme, en fait où il va commencer à y penser entre guillemets, où on sent que ça va arriver, j'ai l'impression qu'il était en train de devenir fou dans sa façon de parler, de détourner la conversation, de se mettre tout le temps en avant, dans sa façon d'éviter les questions des policiers qui l'interrogent. Et du coup je me suis posé des questions en fait, enfin je suis pas sûre de comment interpréter la fin. Est-ce que vraiment il est psychotique ou est-ce que c'est une façon de détourner l'attention des policiers et de faire comme s'il était fou, comme s'il allait pas répondre? Je sais pas en fait, je sais pas trop. Est-ce qu'il essaie de manipuler le policier? Est-ce qu'il est dans le déni? Je sais pas. Mais dans tous les cas, il est assez... voilà, ce personnage est abject, voilà, simplement. Au fil des pages, on se rend compte que le roman a une espèce de chronologie brisée puisqu'on va... Il y a des documents officiels de la police qui vont intervenir entre les chapitres. Puisqu'on va suivre une chronologie particulière et en fait, régulièrement, il y a ce genre de documents, des interrogatoires qui vont apparaître en plein milieu. J'ai eu peur qu'on nous montre le meurtre. Et en quelque sorte, on le fait à la fin. J'ai bien aimé l'écriture, je trouvais qu'elle était plutôt fluide, mais qu'elle était assez plate, entre guillemets. Enfin, il y a des soubresauts intéressants, mais sinon, c'est quelque chose qui n'est... Enfin, il n'y a pas de style particulier dans le choix des mots, peut-être, ou dans les tournures de phrases. C'est fluide, c'est léger, ça se lit vite. J'ai beaucoup aimé le saut de ligne qui apparaît, qui peut éventuellement être interprété de différentes façons. J'ai bien compris le titre aussi. J'ai juste, le résumé nous parle de notre part sombre. Dans le résumé, on nous écrit l'épaisseur d'un cheveu ausculte notre part sombre. Et je suppose que l'idée c'est de nous dire que les féminicides sont commis par ne sont pas commis par des tueurs psychotiques en série ou je ne sais quoi, mais qu'ils peuvent être commis par n'importe qui en gros. Mais du coup, je suis pas persuadée de ce choix de notre part sombre, parce que c'est une vision assez horrible de l'être humain quand même, de sous-entendre que n'importe qui est capable de faire ça. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. Et enfin, dernière partie, le roman va nous permettre au lecteur, de manière assez secondaire, hein, d'entrer dans un monde parisien très spécial, puisque Étienne et sa femme vivent à Paris. Ils sont dans le milieu culturel en fait, donc des galeries, des maisons d'édition, de l'art en général, et surtout de l'art contemporain. Et donc le roman va nous permettre d'aborder ce thème, d'entrer dans ce milieu et d'aborder certains aspects, par exemple la littérature, l'IA en littérature. Voilà, donc c'est un bon roman qui est parfois difficile à lire, la fin est cosso, et je vous le recommande, mais on s'est dit qu'on n'allait pas l'utiliser pour notre club lecture parce qu'on s'était dit que c'était quand même... Il y avait quand même pas mal de trigger warning là-dedans, et on n'avait pas envie d'ouvrir le club lecture avec quelque chose d'aussi dur. Mais c'était un bon roman que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu A Majesty's Royal Coven. Je pense que c'est là que je vais vous parler de mes abandons, puisque... Je vais vous en parler juste après. Donc, A Majesty's Royal Coven de June Dawson, qui a été traduit par le Coven Royal... The Royal Coven, je crois, juste. C'est un roman de fantasy. Une uchronie, en fait, quasiment, de fantasy, où on imagine qu'il y a un département de sorcières qui travaille pour le gouvernement de Sa Majesté, du coup. Et déjà, moi, rien que ça... Un département de sorcières qui travaille pour le gouvernement britannique, bien sûr, donnez-moi. Donc forcément, je m'attendais à avoir tout un tas de choses sur les sorcières, sur la sorcellerie. Voilà, j'avais vraiment, vraiment hâte de voir comment l'auteur avait utilisé le thème des sorcières pour créer son roman et sa série, puisque c'est une série, hein. Il y a un tome 2 de Shadow Cabinet et un préquel, Queen Bee, sur Anne Boleyn, que j'ai trop hâte de lire, donc qui est la fondatrice en fait de ce département de sorcières. Je vais tenter de vous parler de ce livre, alors ça fait un moment que je l'ai lu. Je vais essayer de me souvenir je vais pas vous lire la chronique parce que ça n'a pas d'intérêt, mais je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai pensé. Alors déjà, j'ai bien aimé le roman. Je sais plus si j'ai eu un peu de mal, je crois que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais finalement j'ai beaucoup aimé. Le roman va de manière assez ingénieuse parler de sujets actuels, alors un petit peu comme... De quel livre je vous parlais, qui en parlait? J'en ai parlé à l'instant. Ah, Somewhere Beyond the Sea. Oui, donc là aussi on va traiter d'un sujet assez actuel, de manière assez intéressante puisque c'est un pilier en fait du roman, c'est-à-dire si on enlève ça, l'histoire, l'intrigue ne peut plus exister. Et donc j'ai trouvé ça intelligent
Parce que si c'est juste pour ajouter un sujet, pour l'ajouter, et pour en parler, mais pas comme de quelque chose qui est indispensable à l'univers du roman, je vois pas trop l'intérêt. C'est intéressant, mais ça fait plus politiquement correct et plus il faut parler de ça parce que il faut en parler. Donc là, c'était vraiment intelligent parce que ça faisait... Enfin, sans ça, le roman ne peut pas exister, c'est pas possible. Et donc c'était super intéressant, mais je ne peux pas vous dire quoi parce que sinon, je pense que... Enfin, est-ce que j'ai envie de vous laisser le découvrir en fait par vous-même, donc je vais plutôt mettre ça en spoiler. Spoiler donc. Faire de Théo un personnage transgenre et donc expliquer son pouvoir inhabituel, en fait sa puissance inhabituelle pour un sorcier, puisqu'elle se sent fille alors qu'elle est née dans un corps de garçon. Enfin, c'était une super idée en fait. Parce que du coup, cette transidentité fait que, comme elle est vraiment fille, son genre est fille, alors que son sexe est celui d'un garçon, en fait son pouvoir est bien celui d'une fille, mais dans un corps de garçon. Et du coup, ça crée un espèce de plot twist super intéressant. Et c'est très original en fait pour l'intrigue, je trouve. Donc voilà, c'était vraiment intelligent d'utiliser ce sujet comme ça et d'en faire vraiment le pilier du roman. Mais ça peut paraître un peu comme dans Somewhere Beyond the Sea, on met le nez du lecteur sur le sujet et donc ça peut le sortir du texte, parce que j'ai lu des chroniques qui disaient que du coup, c'était pas... Enfin, ça fonctionnait pas. Moi j'ai trouvé que ça fonctionnait parfaitement et que c'était pas too much, c'était vraiment bien utilisé. Et j'ai aussi été super émue, re-spoiler du coup, par une scène en particulier. C'est la scène où Théo, grâce à sa magie, va transformer son corps et devenir une femme aussi physiquement. Et il y a un oiseau absolument adorable sur le banc qui est en train d'essayer de tuer un ver, si je comprends bien, pour ensuite pouvoir le manger. Voilà, mais c'est la première fois que je vois un oiseau dans mon jardin, enfin sur ma terrasse. Et Poffette est absolument fascinée. Michka ne l'a pas vu encore, mais Poffette est fascinée. Donc voilà, donc c'est sympa. Il est bien chubby, hein. Voilà, bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc elle va transformer son corps et c'était vraiment très 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 beau. J'ai trouvé ça vraiment très... Enfin, c'était émouvant, c'était... Enfin, c'était... on nous explique en fait tout au long du roman le sentiment d'inadéquation en fait du personnage qui se sent pas bien dans le monde parce que son corps n'est pas le sien et qu'elle n'accepte pas son corps et que c'est pas... Elle se sent une âme de femme dans le corps d'un homme et que c'est vraiment terrible pour elle. Et donc la voir en fait se transformer physiquement et devenir physiquement... Enfin en fait il y a une scène où elle montre en fait grâce à un sort à un autre personnage comment elle se voit et voir qu'à la fin elle parvient à vraiment se transformer grâce à la magie, à devenir ce corps dans lequel elle se voyait. Moi je trouvais ça juste trop beau, j'ai trouvé ça super beau et ça m'a beaucoup émue et j'étais là, good for her. Donc voilà. Pour autant, j'ai baissé la note que j'avais mise à l'origine sur Goodreads. Pourquoi donc ça n'a rien à voir avec la subtilité qui a gêné certaines personnes, hein. Moi c'est plus parce que déjà j'ai eu un petit peu de mal avec le début et ensuite parce que j'ai aimé qu'on suive différentes sorcières, y compris une en particulier. Et donc là, spoiler, j'ai aimé qu'on suive Elena et qu'elle soit le méchant de l'histoire en fait. Ça j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup c'était vraiment top d'avoir son point de vue et de comprendre ce qu'elle pensait en fait, pourquoi elle pensait comme ça et tout ça, même si ça justifie pas ce qu'elle pense, mais de comprendre son processus de pensée, ça c'était vraiment top. Malheureusement elle est la raison en fait pour laquelle j'ai enlevé une étoile sur Goodreads, parce que elle prend des décisions stupides. C'est un personnage qui est très intelligent et en fait elle va faire des choix et prendre des décisions qui sont d'une bêtise abyssale et j'ai vraiment pas compris. Par exemple quand j'ai l'impression qu'elle est le sujet d'une prophétie autoréalisatrice et c'est juste tellement énervant. Moi j'ai trouvé ça vraiment ultra énervant. Et elle va par exemple invoquer Bélial pour battre Léviathan. Mais dans quel univers se dit-elle que ça va fonctionner d'invoquer un démon pour en battre un autre? Enfin je veux dire, tu as déjà dépassé la limite, tu as franchi la ligne, tu as invoqué un démon, c'est fini pour toi à partir de ce moment-là. Enfin, comment tu peux ne pas prendre conscience que tu es du mauvais côté quand tu invoques un démon? Enfin, parce qu'elle fait exactement
ce qu'ont fait les personnages précédents, parce qu'on nous parle d'une guerre qui a ravagé en gros le monde des sorciers et des sorcières. Et donc on nous parle de cette guerre dans laquelle des sorciers, et vraiment des sorciers masculins, des sorciers ont invoqué, enfin ils étaient accompagnés de sorcières, mais c'était principalement des sorciers, et surtout un sorcier qui a invoqué Bélial, du coup, hein, oui, qui a invoqué Bélial pour vaincre donc les sorcières, principalement. Et donc, il a été vaincu. Il lui a dit de ne pas le faire, et elle fait quoi? Elle le fait. Mais voilà. Donc non. Hein? Bah non. Donc à aucun moment c'est une bonne idée. On se rend bien compte qu'elle va droit dans le mur et je ne comprends pas pourquoi elle ne se rend pas compte. J'ai trouvé du coup que le personnage, même s'il était intéressant au début parce qu'elle n'est pas d'accord, par exemple, elle ne supporte pas visiblement, enfin elle est transphobe, hein, elle ne supporte pas la transidentité et le fait, elle n'appelle jamais Théo elle, elle n'utilise jamais le pronom elle pour parler de Théo. Elle est vraiment réfractaire complètement au fait que Théo pourrait éventuellement être une femme, hein. Pour elle c'est un garçon, et il du coup parce qu'elle utilise le pronom il, et il veut se faire passer pour une femme, et si on commence à faire rentrer des hommes dans le coven, voilà, qu'est-ce que va devenir le coven? Il faut défendre les droits des femmes, des sorcières, et pas des sorciers qui se prennent pour des sorcières. Concrètement c'est son idée, hein, c'est pas la mienne, c'est le raisonnement d'Elena. Et puis le fait, enfin j'ai pas vraiment compris le fait qu'on relie la transphobie d'Elena avec quelque chose en lien avec son mari décédé, Stéphane. J'ai vraiment pas compris ça. Plus j'ai lu, plus je la trouvais stupide et aveugle, et je me suis dit c'est pas possible parce que du coup, enfin ça diminue en fait le côté très intelligent et très ingénieux, maléfique un peu, du personnage qui devenait vraiment l'antagoniste en fait du roman. Et donc ça, je sais pas, ça l'a diminué en fait, elle devenait ultra caricaturale, et voilà. Et j'ai détesté qu'elle tue Annie. C'était un personnage que j'adorais et j'ai vraiment détesté qu'elle la tue. Et j'ai détesté lire cette scène dans le train parce que du coup j'avais envie de pleurer et je ne pouvais pas parce qu'il y avait des gens autour de moi. Et donc c'était voilà. J'ai détesté qu'elle la tue. Mais je pensais vraiment pas qu'elle irait aussi loin et du coup c'est... Non, voilà. Fin de ce spoiler. Il y a une invocation de démon dans le roman et waouh, c'était vraiment absolument affreux et je m'attendais pas du tout à ça. C'était juste, enfin ça aurait pu être pire mais c'était... J'ai lu la scène dans le train et je pense que les gens autour de moi me regardaient en mode qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi cette gueule? Parce que j'étais vraiment... J'étais dégoûtée, c'était... Ah non. Donc c'était affreux. Et cette scène du coup d'invocation de démon, bon elle m'aurait pas fait baisser ma note parce que oui c'était dégueu et je voulais pas lire ça mais... Voilà, on parle de... Enfin là c'est quelque chose qui s'apparente à la magie noire, donc je comprends qu'on en parle dans un roman sur la sorcellerie, putain j'arrive plus à parler. mais surtout que cette scène m'amène à... En fait, il n'y a pas assez d'éléments, enfin de différents aspects de la sorcellerie. On voit pas enfin on n'a pas assez de scènes où on nous parle de rituels de sorcières, où on mentionne les plantes, les livres, les cristaux, tout ça. J'ai trouvé que ça en manquait et j'ai trouvé ça un peu dommage, d'autant plus que, gros spoiler sur la fin du roman, à la fin on voit Kiara qui parvient à revenir grâce à un cristal enchanté, mais comment, pourquoi, enfin on n'a jamais vu de cristaux enchantés, quoi, enfin voilà. Donc j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un côté de la sorcellerie qui était un peu ignoré et qu'on voyait pas. Enfin j'aurais bien aimé en fait en voir plus à ce sujet, je pense que ce sera peut-être le cas dans le roman suivant. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé des petites références historiques aux sorcières, puisqu'on comprend en fait, enfin ça crée vraiment un lore autour de cet univers et j'ai adoré ça. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai baissé ma note, c'est la fin, qui est assez osée mais que j'ai vraiment détesté de tout mon cœur. Donc gros spoiler puisque je vais vous raconter la fin et ce que je n'ai vraiment pas aimé à son sujet. J'ai détesté, mais alors vraiment détesté, que le personnage de Nia meure parce que c'était mon personnage préféré et j'avais envie de la voir heureuse pour longtemps avec Luc et Théo. Vraiment je voulais les voir devenir une famille en fait dans le deuxième tome et je ne pourrais pas puisqu'elle elle meurt et j'ai trouvé ça beaucoup trop cruel. Enfin, je crois que je m'en remets pas, c'était juste horrible.
J'ai même pas pleuré parce que j'ai trouvé que c'était invraisemblable. J'espère qu'elle, enfin d'un côté j'espère qu'elle va revenir dans le tome 2, mais je ne crois pas puisque la protagoniste c'est sa sœur Kiara qui est revenue en volant son corps. Donc voilà. Donc j'ai envie de le lire, mais j'ai peur parce que je pense que oui, je pense que Niamey est vraiment définitivement morte et qu'elle ne va pas revenir. Et donc j'appréhende un peu ce tome 2. Donc voilà. Donc le petit oiseau continue à faire sa vie, je trouve ça absolument adorable. Et Poffette ne trouve pas ça adorable, je pense qu'elle veut sortir et lui dire bonjour. Voilà. Donc je vais continuer à lire cette série, mais voilà, j'espère en voir plus. Plus de d'aspects en fait de la sorcellerie. Et j'ai vraiment trop hâte de lire Queen Bee. Ça par contre. Trop hâte. Il me reste, alors je vais vous parler très rapidement des livres que j'ai abandonnés. Et il me reste ensuite 5 livres et j'aurai fini. Alors les livres que j'ai abandonnés, ce sont les autres livres que j'avais empruntés à la bibliothèque, puisque si je n'ai pas A Majesty's Royal Coven, c'est parce que je l'ai emprunté. Bon, je peux enlever mon pansement. Mishka m'a griffé la main tout à l'heure, mais ça va mieux, donc je peux l'enlever. Donc j'ai abandonné The Woman in the Window, pardon, d'H.G. Finn, qui s'appelle La femme à la fenêtre en français, parce qu'en fait j'avais pas envie de lire ce livre. Je suis arrivée à 63% quand même, mais en fait trop long, j'avais plus envie, donc j'ai laissé tomber. Voilà. Et j'ai lu en diagonale la fin et je me suis spoilée parce que j'avais envie de savoir. Et je sais pas trop ce que j'aurais pensé de cette fin. Donc j'ai préféré, voilà, abandonner, c'est mieux. Et j'avais aussi commencé The Paris Apartment de Lucy Foley, mais j'ai aussi abandonné parce que c'était pas le moment de le lire, j'avais pas envie. Donc j'ai préféré le laisser plutôt que de me forcer et de lui mettre une sale note pour pas grand chose. Donc voilà, c'était mieux, je trouvais de le laisser et d'y revenir éventuellement plus tard. On en vient donc à mes 5 derniers livres que j'ai tous ici en papier. Alors d'abord on a Zindien d'Hervé Letellier, un livre que m'a conseillé Mathieu parce que j'avais beaucoup aimé. Alors qu'est-ce que j'avais beaucoup aimé? Je sais plus. Ah oui, j'avais beaucoup aimé un poème en fait que Mathieu avait écrit et qui reprenait en fait des portraits, enfin des tableaux et qui en faisait des strophes. Et donc j'avais trouvé ça top. Et en fait dans Zindien il y a un poème qu'Hervé Letellier fait comme ça, en fait, qui reprend des tableaux et qui les décrit. Est-ce que je vais pouvoir vous en lire un? Oui, par exemple, buste d'Alexandre le Grand déclamant un poème à sa propre gloire en vers libre et se demandant si on ne pourrait pas trouver mieux. Par exemple. Donc Hervé Letellier est un oulipien, donc on va dire partisan du mouvement littéraire de Boulipo. Et c'était super en fait, j'ai adoré. En fait c'est Zindien, c'est plutôt des poèmes à son fils que j'ai trouvé vraiment très très beau, très poétique et qui m'ont beaucoup touchée. Et Maraboulipien, pardon. Donc c'est suivi de Maraboulipien qui sont d'autres poèmes, alors sur à peu près, enfin sur tout un tas de sujets, des sortes d'exercices de style parfois. Par exemple, il y a instruction pour lire mes poèmes, sonnet ponctué, virgule, point d'interrogation, virgule, point virgule, 3 points de suspension, virgule, virgule, 2 points, ouvrez les guillemets, point virgule, point final, fermez les guillemets. Voilà, tout ce genre de choses. Je trouve ça super beau. Il y a un poème aussi où il va mêler tout un tas d'œuvres différentes et j'ai trouvé ça top aussi. Voilà, donc j'ai vraiment adoré et j'ai passé un très bon moment. C'était à la fois très touchant pour la première partie avec les poèmes à son fils et aussi très drôle parfois, très il y a beaucoup de références littéraires et beaucoup de jeux sur les mots et sur les formes poétiques et voilà, j'adore ce genre de choses, donc je vous le recommande fortement si vous avez envie de découvrir. C'est en plus très court, ça se lit ultra vite et moi je trouve ça c'est toujours un plaisir en fait de lire ce genre de livre. Si vous voulez en lire d'autres, alors personnellement j'aime pas trop les romans issus de Loulipo, par exemple Zazie dans le métro, je l'ai lu une fois quand j'étais au lycée et j'ai pas aimé, donc peut-être que je le relise, peut-être que je l'aimerais plus. Donc Zazie dans le métro de Raymond Queneau, et il y a aussi par exemple Exercice de style de Raymond Queneau, que cette fois j'aime beaucoup, donc voilà, je vous le recommande fortement, c'était vraiment très sympa. Je vais essayer d'être ultra rapide sur les autres mais j'y crois pas trop. Ensuite j'ai lu Charlotte de David j'en ai marre. J'ai lu Charlotte donc de David Fuenquinos qui m'a été prêtée par une amie. Alors j'ai essayé de le lire pendant qu'elle était là et j'ai réussi à le finir pendant qu'elle était là. Mais en fait elle n'avait pas de place pour le reprendre. Donc il est toujours là. Il faudrait que je fasse une autre vidéo, un autre vlog pour lire les livres empruntés. Et cette fois je lirai les siens surtout. Parce que j'en ai encore 5 ou 6 à elle. Donc revenons Charlotte. Donc Charlotte de David Fuenquinos qui est un roman assez spécial puisqu'en fait l'auteur va écrire en fait phrase à phrase et il revient à la ligne à chaque phrase. Ça peut paraître un peu spécial et il explique sa démarche dans le roman. On en avait parlé en classe en fait parce qu'une de mes camarades de classe l'avait présenté. On devait en fait présenter un livre qu'on avait aimé, qui nous avait marqué, un livre écrit en français. Et j'avais présenté Vincent qu'on assassine parce que
Vincent qu'on assassine est merveilleux. Et donc cette élève avait présenté Charlotte, qu'elle m'avait donné envie de lire, et en même temps je m'étais dit, parce que du coup le professeur en avait parlé aussi, et je m'étais dit oui, est-ce que le fait de revenir à la ligne c'est pas juste une façon de dire je fais du style pour faire du style? Et même si c'est ça, j'ai quand même beaucoup aimé le livre. J'ai trouvé qu'il était assez touchant parce qu'il nous raconte la vie de Charlotte et de façon assez étrange. Je suis tombée peu de temps après sur le livre qu'a écrit Charlotte, Vie ou théâtre, qui a été réédité aux éditions du Tripode. C'est un livre énorme. Je crois qu'il fait 30 € de moins que la première version qui faisait 90 balles du coup. Mais du coup voilà, je suis tombée dessus alors que je l'avais jamais vu ce livre. Donc j'ai trouvé ça super étrange. Mais voilà, c'est super intéressant. C'est donc la vie de Charlotte qui est une peintre allemande qui va... en fait on va suivre sa vie en fait, même d'avant sa naissance jusqu'à sa mort. Puisqu'elle est tuée dans les camps, il me semble, alors qu'elle est enceinte. Voilà, c'est joyeux, c'est très joyeux comme livre, c'est faux. Donc voilà, c'est super intéressant et j'ai beaucoup aimé le lire. Et alors je ne sais pas s'il restera avec moi ce livre, mais pendant que je le lisais, j'ai vraiment aimé. Voilà. Et c'est quand même super bien écrit, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit. Donc je vous le recommande si vous ne l'avez jamais lu. Sachez qu'il a, si c'est important pour vous, gagné le prix Goncourt et le prix Renaudot, le prix Goncourt des lycéens et le prix Renaudot en 2014. Voilà, c'était assez sympa. Ensuite j'ai fait une petite pause, pas du tout. J'ai lu La Dame Pâle d'Alexandre Dumas, que j'avais acheté au château de Monte Cristo, en même temps que la biographie d'Alexandre Dumas que j'ai lu plus tôt dans l'année. Donc voilà, je continue à lire un peu Alexandre Dumas. J'ai bien aimé ce texte, je suis pas sûre qu'il va me rester longtemps. C'est très court, c'est intéressant, on a deux princes qui vont, on va dire, entrer en conflit pour une jeune femme. Donc voilà, c'est assez stéréotypé comme histoire, mais bon, ça traite un peu de vampires, donc c'est intéressant, mais voilà, c'est pas un texte qui va me rester, on va dire. Mais j'ai quand même bien aimé. Il fallait quand même que je lise un roman ou un livre avec des vampires pendant l'automne, ça paraissait évident. Il me reste 2 livres, mais j'ai pas mal de choses à dire dessus, donc on va tenter. Attendez, Mathieu m'a pas encore dit qu'il est arrivé, donc on a peut-être une chance. Donc le livre suivant que j'ai lu, c'est Résister à la culpabilisation sur quelques empêchements d'exister de Mona Chollet. Alors je l'ai lu en audio sur Spotify, puisque Spotify, ils ont débloqué leurs audios et donc c'est merveilleux. Donc je l'ai écouté sur Spotify, il est lu par Christine Ledroit, il me semble. Et j'ai beaucoup aimé la lecture. Et en fait j'ai tellement aimé la lecture que je voulais une version papier, surtout parce qu'il n'y avait pas la bibliographie en fait dans la version audio et que j'avais envie d'ajouter tout un tas de livres à ma wishlist, donc voilà. J'étais super contente de le lire, je ne sais pas si vous me voyez encore, je pense que là c'est définitivement la nuit. Donc voilà, désolée pour la luminosité, mais on va tenter de finir, on va y arriver. Je trouve le sujet de la culpabilisation hyper intéressant parce que je suis ultra sujette à ce problème, hein, clairement. C'est-à-dire que ma vie, c'est de culpabiliser. Et j'en ai un peu marre, voilà. Donc quand j'ai vu que ce livre sortait cette année, parce que je l'ai vu avant, j'ai vu qu'il sortait avant sa sortie, je me suis dit que j'allais le lire, c'était sûr. Et quand j'ai vu qu'il était en audio sur Spotify, j'ai sauté dessus. Et c'est très intéressant. Alors elle découpe son texte, alors je sais pas si le sommaire est à la fin. Elle va découper son texte de manière assez intelligente. Alors l'introduction est déjà hyper... moi elle m'a direct fait entrer dans l'essai, puisqu'elle va nous parler de son ennemi intérieur, hein, de cette espèce de petite voix qui lui dit constamment qu'elle n'est jamais assez, qu'elle n'est bonne à rien, que tout ce qu'elle fait c'est de la merde, en gros. Et voilà, donc ça j'ai trouvé ça hyper... je suis direct rentrée dedans parce que... Oui, la petite voix on l'entend évidemment. Et ensuite elle va nous parler... Alors elle va nous parler beaucoup de religion. Elle va nous parler de la femme, du fait d'être une femme. Et du fait que c'est déjà une faute, de la diabolisation des enfants, de la mère en fait qui porte tout le poids de la culpabilisation quand elle a un enfant, de la productivité et enfin, la cinquième partie était aussi super, nous sommes toutes des féministes en carton, le militantisme comme surveillance de soi et des autres. Donc j'ai trouvé que c'était ultra intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai eu un tout petit peu de mal avec... le début, pas l'introduction mais le début quand elle parle de la religion, parce que je me suis dit que si elle ne faisait que ramener la culpabilisation à la religion et à l'héritage chrétien,
bah en fait c'est plus que ça pour moi. Du coup, j'ai eu un petit peu peur. C'est vrai qu'il y a de ça, mais j'ai eu peur qu'elle se contente de ça. Donc au début je me suis dit, est-ce qu'on va aller plus loin? Et oui, on va plus loin. Alors dans le chapitre, enfin le chapitre sur les femmes, parce que du coup le poids de l'héritage chrétien c'est le prologue, et ensuite le premier chapitre c'est sur la femme, on va nous parler du coup de la religion. Alors j'ai vu un espèce de commentaire qu'elle faisait en disant qu'en gros, je sais plus où c'est, parce que c'était dans une note et du coup je n'avais pas vu cette note, mais oui voilà. Elle évoque le livre, je ne sais plus quel livre, non c'est pas ça, je ne sais plus où est cette note. En gros elle va évoquer des auteurs qui vont parler de la femme dans la religion. Voilà, c'est là. Donc c'est dans Histoire de la misogynie, le mépris des femmes de l'Antiquité à nos jours, par Adeline Gargam et Bertrand Lançon, que j'ai très envie de lire, qui est dans ma liste depuis un moment. Et donc elle les cite, ils disent: la Bible a donné un fondement scripturaire et religieux à la conviction d'une infériorité et d'une culpabilité féminine. Et donc en note elle écrit: les auteurs soutiennent toutefois que ce sont les interprétations du mythe qui sont misogynes et non le mythe lui-même, ce qui me semble peu convaincant. Et en fait moi je pense la même chose que ces auteurs en fait, qu'effectivement ce sont les interprétations du mythe qui font que ce mythe est misogyne, mais qu'à l'origine il ne l'est pas. Mais bon, c'est chacun son avis hein, sur le sujet. Hein. Mais voilà. Et donc elle va aussi traiter donc, de religion dans ce passage, et c'était super intéressant quand même, parce qu'elle ne parle pas que de ça. Et en fait oui, tout était intéressant. La diabolisation des enfants par exemple, c'était super intéressant. Elle nous parle d'éducation positive mais aussi d'éducation stricte. Et alors, même si je suis pas forcément tout à fait d'accord avec absolument tout, je trouve quand même que c'est intéressant d'avoir cette vision de la chose et d'autres arguments en fait que ceux qu'on voit habituellement, ou que ceux que je vois habituellement. Bon, j'ai juste pas aimé à un moment donné où elle dit oui, en gros l'éducation nationale, les profs dans l'éducation nationale sont ultra rigides et ultra stricts, et du coup ils ne sont pas du tout pour la pédagogie bienveillante, tout ça. À nuancer hein, ce propos s'il vous plaît, voilà, merci. Et donc mais en fait elle incriminait pas forcément tous les profs, c'était juste peut-être une section de l'éducation nationale, mais ça faisait vraiment généralisation, donc forcément ça va un peu, voilà. J'ai bien aimé le passage sur la maternité, qui était intéressant parce qu'on avait vraiment le côté culpabilisation de la mère constante par des professionnels de santé, mais aussi par son entourage, et potentiellement du coup par ce qui pousse potentiellement la mère à réagir de manière ultra irritée en fait quand quelqu'un lui donne un conseil et tout ça. Enfin, c'était vraiment plus j'ai eu l'impression que l'autrice ici tentait de nous montrer que oui, il y a une énorme culpabilisation des femmes quand elles sont mères, mais que parfois il y a des bons conseils à suivre et qu'il faut se tenir les coudes quand on a des gens qui veulent vraiment nous aider, nous donner des conseils productifs et pas juste nous faire culpabiliser. J'ai adoré le passage sur la productivité comme mesure de notre valeur, hein. C'était sur le travail et sur la fainéantise, ce genre de choses, la tyrannie qu'on peut exercer contre nous-mêmes, c'était génial. Et enfin j'ai aussi adoré, en fait j'ai tout adoré, j'ai adoré ce livre, voilà, je pense que vous avez compris, même si j'étais pas j'étais pas forcément d'accord avec tout, j'ai aussi beaucoup aimé que l'autrice en fait revenait sur certains de ses textes en disant qu'elle regrettait d'avoir eu certains propos, ou qu'elle regrettait d'avoir été peut-être trop véhémente dans certains textes parce qu'elle comprenait pas en fait le point de vue autre, et ça j'ai beaucoup aimé en fait qu'elle fasse pas son mea culpa, parce que j'aime pas trop cette expression, mais qu'elle soit assez pas lucide, mais je sais pas comment dire, qu'elle reste pas campée sur ses positions alors qu'elle savait que potentiellement elle avait eu tort, ou que potentiellement elle avait été blessante envers d'autres femmes, ça, enfin, surtout d'autres femmes, mais du coup j'ai aimé qu'elle fasse ça, qu'elle ait cette démarche, qu'elle soit pas donc en mode j'ai raison, je suis l'autrice et si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous êtes tous des merdes. J'ai aimé qu'elle soit pas du tout comme ça, et donc surtout j'ai beaucoup aimé le dernier chapitre, le dernier chapitre sur le militantisme, parce que et elle nous parle pas, elle nous parle de militantisme féministe, mais aussi de militantisme écologique, et j'ai beaucoup aimé qu'elle soit vraiment dans le discours de on culpabilise beaucoup les individus, mais en fait les individus certes ils peuvent éventuellement faire bouger les choses et faire changer les choses, mais c'est pas eux qui ont vraiment le pouvoir par exemple d'empêcher de mettre un terme en fait à la crise climatique. C'est pas eux qui ont le pouvoir de changer les lois eux-mêmes. Donc voilà, j'ai aimé ce passage parce que c'était vraiment
Oui, bien sûr, on fait tous des efforts parce que ben, on a envie d'être des jambons, je pense. Des jambons. On a envie d'être de bonnes personnes. Mais c'est dès qu'on fait une erreur, il y en a toujours un pour sauter sur l'erreur et pour dire oh, t'as vu, t'es vraiment pas féministe, hein, t'es vraiment pas ceci, t'es vraiment pas cela. Et du coup, j'ai aimé qu'elle vocalise ça en fait, qu'elle l'écrive et je me suis sentie franchement beaucoup mieux en fait en lisant ces passages en fait, en les écoutant. Parce que du coup. Oui, ça peut être ultra violent en fait. Enfin, tu fais tous les efforts que tu peux et tu fais une erreur et tout de suite tout le monde saute dessus. Enfin, c'est absolument horrible. Donc voilà, ça m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé ce chapitre. Donc voilà, je vous recommande vraiment, vraiment ce livre. Si vous avez Spotify et que vous avez pas de compte. Alors, si vous avez un compte famille, c'est le chef de famille en fait qui peut avoir accès aux audiobooks seulement. Ce qui est pas ouf. Mais si vous avez un compte solo, vous pouvez avoir accès donc à ces audiobooks et donc Résister à la culpabilisation se trouve sur Spotify. Je vous le recommande évidemment, il est vraiment top. Vous pouvez aussi l'acheter en partie. Et enfin le dernier livre, je n'ai pas encore fait de chronique parce que je suis quelqu'un de très peu efficace, n'est-ce pas? J'ai d'autres choses à faire aussi, mais voilà, j'ai pas encore fait ma chronique. Mais donc le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Discovery of Witches de Deborah Harkness, le premier tome de sa série qui s'appelle All Souls. Et en français, ça s'appelle Le livre perdu des sortilèges, je crois. Alors, déjà, c'est long. C'est long, c'est très long. Ça fait plus de 700 pages. Et j'ai vu ça, j'étais là, mais non. Et j'avais quand même très envie de lire un livre sur les sorcières en fait à ce moment-là. Donc bon, j'ai pris celui-là. Alors, j'ai un avis... J'ai plutôt aimé ce livre en fait. Enfin vraiment, je crois que je lui ai mis une super note. Hein. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, voilà. Et je lui ai mis combien sur... 17 sur Livre. Donc je vais virer mon ordi parce que j'ai pas écrit de chronique, donc je ne peux pas m'en m'aider de mon ordinateur. Oh mon dieu, il est lourd. Ok, donc j'ai beaucoup aimé ce livre, hein. J'ai aimé l'ambiance semi-cosy et aussi assez violente parfois du texte, le côté aussi sorcellerie et aussi l'univers en fait que crée l'autrice. Puisque, alors je sais pas ce que je peux vous dire sans vous spoiler, mais en gros, bon je pense que je peux au moins vous dire ça, il y a 4 espèces dans cet univers. Des sorcières, des démons, des vampires et des êtres humains. Et on comprend assez vite que notre personnage principal est assez spécial, hein. Elle s'appelle Diana Bishop, je sais pas si c'est comme ça. Et donc c'est une jeune universitaire et elle est aussi descendante de sorcières, donc c'est une sorcière. Et un jour, alors qu'elle est dans la librairie Bodleian, je crois que ça se dit comme ça, mais je n'en ai aucune idée, à Oxford, elle va, pas la librairie, la bibliothèque d'Oxford, elle va demander un manuscrit, puisqu'elle travaille sur l'alchimie dans des œuvres historiques et dans des grimoires, sans pour autant faire de la magie elle-même, hein, parce qu'elle ne veut pas avoir recours à la magie. Mais donc elle va demander un manuscrit particulier, elle va tomber dessus, et elle va se rendre compte qu'il a un petit souci, on va dire, ce manuscrit. Voilà. Et ça va occasionner, enfin ça va déclencher en fait tout le roman et toute l'intrigue, puisque d'autres créatures vont se rendre compte qu'elle a appelé ce manuscrit et vont vouloir mettre la main dessus. Je crois que j'ai à peu près bien résumé, je pense. Et donc alors, je vais commencer par ce que j'ai aimé. J'ai bien aimé globalement le livre, j'ai bien aimé comment c'était écrit, j'ai bien aimé tout le côté historique et toutes les références historiques. J'ai bien aimé le fait, voilà, l'univers avec les 4 espèces différentes. J'ai bien aimé tout ça. J'ai aimé découvrir tout un tas de pouvoirs de sorcières différents et j'ai aimé comment était traitée la figure du vampire. J'ai beaucoup aimé certains personnages, par exemple le personnage d'Isabeau et le personnage de Marthe que j'ai vraiment beaucoup aimé. Diana aussi, je l'aime bien, et Matthew aussi, mais voilà, j'en viens à ce que j'ai peut-être un peu moins aimé. Diana est clairement un personnage d'élu en fait, et qui est vraiment très spécial dans cet univers. Spoiler, elle a tous les pouvoirs. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un personnage. Enfin, on comprend que du coup, sa mère l'a liée, lui a jeté un sort pour qu'elle n'ait pas accès à ses pouvoirs, parce qu'elle était trop puissante et que du coup, elle était potentiellement en danger. Mais le fait qu'elle ait tous les pouvoirs, je sais pas, j'ai trouvé ça. C'est beaucoup trop. Elle a tout, mais elle a vraiment tout. C'est-à-dire que c'est la sorcière avec tous les pouvoirs, ce qui est visiblement inouï ou inédit, ou en tout cas très peu de sorcières l'ont eu au cours de l'histoire. Mais du coup voilà, c'était beaucoup trop, j'ai trouvé ça, oui voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. J'ai aimé hein, découvrir tout ça, mais c'était... Et j'ai aussi aimé qu'elle ait un peu de mal à maîtriser quand même ses pouvoirs, parce que sinon ça aurait été vraiment trop pour le coup, mais qu'elle les ait tous, c'était un peu
Voilà. Est-ce que c'est dit dedans? Non. Donc. Ah si, hein, bon, bref. Nouveau spoiler, la romance qui naît entre Diana et Matthew. Alors j'ai eu le temps de m'attacher aux deux. Donc j'ai trouvé, enfin j'ai fini par m'investir dedans, mais le vampire prédateur qui voit sa compagne comme une proie et qui lui dit ouais je suis dangereux. J'ai vraiment aimé le livre, hein, mais c'est pas parce que je l'ai aimé que je ne peux pas reconnaître qu'il y a certains éléments qui font très cliché. Donc voilà, c'est très cliché. Même si j'ai beaucoup aimé la romance et que j'ai trouvé ça beau par moments, il y a quand même des passages où t'es là, ouh, ok. Donc, puis trouver l'argument de c'est sa nature de vampire qui fait qu'il est très possessif. Ouais, c'est quand même pas ouf comme façon de faire, mais bref, si vous voulez. Voilà, ok, puis il tue des gens quand même. Je veux dire, il tue des gens en mode, oui, non, mais elle a fait ça. Elle meurt. Waouh. Ok. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu trop. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé le côté très très historique du livre, puisque je crois que l'autrice est historienne. C'était, oui, peut-être un petit peu trop cliché et un peu trop stéréotypé, mais je l'ai pris comme tel, et du coup, ça s'est passé. Et par contre, la fin... J'ai envie de dire la suite, hein, mais la fin, j'étais un petit peu en mode... Ok. Ok. Si vous voulez. J'ai eu aussi beaucoup de mal avec une scène, parce que c'était une scène de torture en fait. D'accord. Mais sinon j'ai passé un bon moment. Par contre c'était long. C'était vraiment très long. J'ai mis du temps à lire ce livre, hein. Je sais pas combien de jours j'ai mis, mais j'ai mis un certain temps. Alors attendez, je vais regarder. J'ai mis 9 jours. Alors j'ai mis moins de temps à lire ce livre qu'à lire Cibola Burn. Alors que Cibola Burn est plus long que Discovery of Witches. En même temps, je voulais absolument finir ce livre parce qu'après je partais à Arles avec la fac et du coup, voilà, je voulais pas l'emmener parce que voilà. Donc, je voulais absolument le finir avant de partir. Donc je l'ai fini le 31 octobre, il me semble. Donc parfait. Et voilà. Donc c'est un bon début de série. C'est juste un peu surprenant. J'ai bien aimé l'écriture, mais bon, voilà. On va dire que le livre a ses défauts, mais que j'aime bien quand même et je continuerai à lire quand même. Et donc c'est tout pour cette vidéo qui était assez longue et je pense que pendant la moitié de la vidéo vous ne m'avez pas vu, mais voilà. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Je ne sais plus parler. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et si vous... N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et si vous les avez... Ah, j'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à parler, ça fait trop longtemps que je parle. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés. À me dire aussi ce que vous avez lu en octobre, votre livre préféré. Alors moi du coup je crois que, alors sur mon document Excel, j'ai les meilleurs et les moins bons du mois. Et donc dans les meilleurs du mois j'ai mis Somewhere Beyond the Sea, Le soldat désaccordé résister à la culpabilisation. Et dans les moins bons j'ai juste mis Selon sa demeure. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture préférée d'octobre et quel est le livre que vous avez le moins aimé. Merci à nouveau d'être arrivé jusque là, bravo. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.